Alors aujourd'hui, c'est un rendez-vous que nous avions fixé pour les auditeurs fidèles, ils s'en souviennent certainement, avec notre ami Bruno Laverdure. Bruno, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Notre spécialiste plantes et jardins, avec lequel nous avons rendez-vous mensuellement, en principe tous les débuts du mois. Et cette fois-ci, bien sûr, il y a un événement calendaire en tous les cas, puisque nous sommes à la veille des Saintes-Glaces. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les Saintes-Glaces, Bruno? Normalement, c'est une période qui se rafraîchit et c'est normalement les derniers risques de gelée qu'on peut trouver tout au long de l'année, quoi. Donc, en général, on attend les Saintes-Glaces justement pour faire les plantations, puisque normalement, à partir des Saintes-Glaces, ou après les Saintes-Glaces plus précisément, les températures devraient remonter au-dessus de 10 degrés la nuit. Et c'est un élément important, puisque ça permet de faire des plantations de plantes plus sensibles et plus fragiles. D'accord. Alors, je me permettrais simplement pour nos auditrices et auditeurs de vous remémorer un petit peu l'historique très bref des Saintes-Glaces. Il s'agit de Saint-Mamère le 11 mai, de Saint-Pancrace le 12 mai et de Saint-Servais le 13 mai, qui ont été en fait remplacés parce que vous ne les trouvez plus ou très rarement sur votre calendrier aujourd'hui par Sainte-Estelle, Sainte-Achille et Sainte-Rolande. Et ça date d'une cinquantaine d'années, très précisément dans les années 1960. Voilà, mais vous me disiez tout à l'heure, Bruno, en préparant cette émission, qu'il y avait également un quatrième Sainte-Glace. Oui, qui se passe beaucoup plus tard, puisqu'il s'agit du 25 mai, et c'est la Saint-Achille, il me semble. Non, Urbain. Urbain, oui. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est uniquement réservé aux régions froides du nord de la France, en particulier l'Alsace et la Lorraine. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le sud, il y a les cavaliers. Je ne sais pas si vous connaissez les cavaliers. Ah, pas du tout. Et les cavaliers, ça se situe sur le calendrier aux alentours du 25 mars. Et c'est dans le sud de la France qu'on note énormément ces cavaliers. Voilà un petit peu en ce qui concerne ces saints. Oui, mais alors, j'allais dire, avec cette température tout à fait exceptionnelle que nous connaissons depuis quelques jours, et visiblement qui va durer, selon les météorologues, encore quelques temps, Sainte-Glace, ça paraît un petit peu anachronique. Oui, mais enfin, on a l'impression quand même que la météo, je regardais la météo pour la fin de semaine, va quand même légèrement fraîchir un petit peu dans les températures de la nuit. C'est vrai que les Saintes-Glaces cette année vont être très très peu notées, ou pratiquement pas, hein, puisqu'on est dans un cycle, on dirait presque estival actuellement. Et on sera peut-être, la météo va peut-être être un petit peu fractionnée avec des orages, des légères perturbations, mais visiblement on restera quand même sur du beau temps sec, et pour le jardinier, il nous faudrait quand même un petit peu d'eau. Alors d'accord, dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du potager et des légumes que nous avions annoncé à l'émission précédente, mais là nous allons faire le courrier des lecteurs et des auditeurs en l'occurrence, qui devient de plus en plus abondant. C'est important à souligner, Bruno. Alors, voilà, je vous poserai tout de suite la première question qui vient de Simone de la Grange-aux-Bois. Alors, elle a un problème. C'est-à-dire que cette brave dame demande comment se débarrasser de vers, de ces vers qu'on a du mal à identifier, en tous les cas qu'elle a du mal à identifier, et qu'elle retrouve dans le fond de ses pots. Mais elle dit que chaque année, lorsqu'elle voit une plante dépérir, elle change totalement la terre de ses pots, et malgré cela, les vers là reviennent. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je pense que ça doit venir probablement de son mélange terreux. Alors ce qu'il faut savoir quand on achète un pot neuf, un pot de terre cuite, c'est déjà, la première chose, c'est déjà de la faire tremper dans de l'eau, de manière à enlever tous les sels de cuisson qu'il peut y avoir dans ce pot de terre. Vous le laissez tremper peut-être une dizaine de minutes, et ça permet d'enlever tous les sels qui peuvent exister au sein de ce pot, les sels de cuisson. D'autre part, si votre pot, vous réemployez un pot, le mieux c'est de le désinfecter. Et quoi de mieux que l'eau de Javel pour désinfecter un pot? Ah oui, en effet. Alors vous désinfectez ce pot, et en général, si vous repartez sur de la terre neuve, normalement celle que vous allez acheter chez votre horticulteur, votre maraîcher ou votre jardinerie, la terre est désinfectée, donc elle ne doit pas vous apporter de parasites. Donc c'est un des moyens. Par contre, si vous allez en forêt
éventuellement récupérer de la terre ou en campagne, là il y a plus de risques de parasites. Alors il y a une petite solution qu'on peut faire, c'est faire cuire cette terre au four. Ah oui. Ça va complètement la désinfecter, c'est peut-être l'une des possibilités, ou de l'ébouillanter aussi, ça peut être une autre solution. Vous faites bouillir de l'eau et vous ébouillantez cette terre. C'est différents moyens que l'on peut utiliser justement pour être sûr que la terre soit bien désinfectée. Je ne vais pas vous parler de produits plus chimiques ou plus lourds, on va rester dans les choses naturelles. C'est les deux moyens, le four et l'eau bouillante, pour désinfecter un petit peu cette terre et qui va détruire un petit peu tout ce qui est parasites et champignons. Et donc rincer le pot en quelque sorte. Voilà, en rinçant le pot ou en le désinfectant à l'eau de javel, il n'y aura plus de traces non plus. Donc vous, bien sûr, vous remettez pas, vous laissez un petit peu s'aérer ce pot pendant peut-être 1 ou 2 jours, de manière à ce qu'il n'y ait plus de rémanence de cette eau de javel, qu'elle est complètement disparue. Et vous le remettez à tremper votre pot dans de l'eau pour faire complètement disparaître cette eau de javel. Et ensuite, vous partez sur cette terre neuve. Vous vérifiez également que votre plante, éventuellement, n'ait pas non plus de parasites. Eh oui. Parce que ça peut être aussi quelque chose, lors du rempotage, vous allez pouvoir le vérifier. Et surtout, le fond de pot, essayez de mettre des tessons, parce que ça peut aussi provenir de l'extérieur. Donc, il y a plein de possibilités, il faut rester vigilant, puis essayer de surveiller. Normalement, ces parasites devraient disparaître de cette manière. Alors Simone, courage, hein. Mais justement, Simone a une voisine qui a un autre problème. Cette voisine a des feuilles de kiwi. Et ces feuilles de kiwi, qui ne sont pas trop des plantes de nos régions quand même. Si ça s'adapte, ça ne gèle pas ici. Ah bon. Même dans nos régions, il y a des variétés qui sont tout à fait adaptées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un mâle pour 2 femelles. Lors de la plantation. C'est un petit conseil en passant. Donc obligatoirement, si vous mettez un mâle, il vous faudra 2 femelles. Et comment on les distingue, dites donc? Là, il vaut mieux faire confiance à votre horticulteur ou à votre jardinier lors de l'achat, qui lui pourra vous dire, qui s'est déjà déterminé, qui pourra vous le dire lors de la plantation et après en cours de végétation, vous pourrez vous en apercevoir s'il n'y a pas de fécondation. Hein. Et tout ça, c'est distant de 3 mètres par pied. Hein. Donc il faut quand même avoir un bon espace en ce qui concerne les kiwis. Alors justement, Simone dit que ces kiwis, Simone, la voisine de Simone, dit que ces feuilles de kiwi se recroquevillent et se tachent. Voilà. Alors moi je penserais plus facilement à un excès d'eau. Plus facilement un excès d'eau, mais bon, après il faudrait voir un petit peu le contexte, le lieu où ils sont, c'est pas facile à déterminer comme ça, on ne peut pas dire que ce sera un coup de froid, puisqu'on n'a pas eu de froid vraiment réel actuellement, mais moi j'aurais tendance à dire un petit coup d'excès d'eau, ou éventuellement une petite brûlure d'engrais. Ah d'accord. Voilà les 2 possibilités. Il faudrait qu'elle me détaille davantage pour que je puisse répondre plus profondément à la question, mais c'est les deux pistes que je peux lui donner. D'accord, merci pour elle. Et puis là, j'ai Evelyne, elle, de Sichazel, qui, elle, a un figuier. Alors, un figuier qui fructifie, qui donne des feuilles ou des fleurs, ou des fruits 2 fois par an, avec un petit peu de peine pour la 2e fois, mais enfin bon. Mais voilà que ce figuier, qui était beau pendant des années, se met à dépérir sans raison visiblement. Il a carrément des branches mortes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les figuiers justement qui donnent de récoltes, eh bien en fait on les appelle les figuiers fleurs, tout simplement, parce qu'il y a 2 périodes de récolte. Normalement il doit être assez costaud, puisqu'en général les figuiers tiennent entre -15 et -18 degrés au niveau des températures, donc ils peuvent s'adapter facilement à nos régions. On en envoie ça et là, et en général le figuier dans le sud de la France est un indicateur d'eau. D'accord. Alors si elle l'a planté dans un lieu un peu sec, ça peut être source justement de ce dépérissement de ce figuier, et plus particulièrement cette année, puisqu'on a une période quand même très très sèche depuis le début de l'année, on a eu très très peu d'eau, donc je pense que ça pourrait être un manque d'eau qui puisse faire dessécher ce figuier. Alors
la solution, ben, ça serait tout simplement d'arroser. Et puis elle parlait de branches aussi desséchées, Oui, choses comme morte, ça. carrément. Bon, Oui. là, il faut carrément tailler ce qui est sec. De toute façon, ça ne Oui. reviendra pas. Vous pouvez le faire maintenant, bien sûr, et puis que ça reste dans une forme homogène. Ne taillez pas les jeunes pousses ou les branches davantage, parce qu'autrement, il n'y aura plus de récolte de figues, ça serait quand même dommage. Alors, dernière question pour aujourd'hui, parce qu'ils sont très nombreux, hein, encore une fois, nos auditeurs, nos auditrices. Et là, on a reçu un SMS de Michel de Romba, alors qui dit d'une façon générale, ce que connaît, à mon avis, beaucoup de possesseurs de jardins, petits ou grands d'ailleurs. Il dit: comment se débarrasser de manière durable, il insiste, il a souligné, des pissenlits qui envahissent mon jardin. Ah, ça c'est une question colle, non? Là, j'ai pas franchement de solution parce que il suffit d'avoir un champ à proximité qui n'est pas cultivé, qui ramènera par les oiseaux ou par le vent automatiquement ses graines sur son jardin. Alors, ben, s'il veut profiter du beau temps, ben, le mieux c'est de prendre un couteau et de les couper au fur et à mesure. Je crois que c'est une des possibilités. Et puis pourquoi pas manger de très très bonnes salades en début du printemps avec des lardons et puis des œufs durs. Ça c'est quelque chose de très très agréable. Mais il n'y a pas de solution miracle. Ou autrement, vous allez être obligé de faire appel à des produits chimiques, entre guillemets, qui existent de toute façon. Qui devrait être sélectif. Oui, oui, c'est tout à fait. C'est des herbants sélectifs gazon que l'on trouve dans le commerce. Bon, il faut aller voir votre horticulteur ou votre responsable jardinerie qui, lui, vous indiquera des produits qui peuvent être utilisés. Mais de façon durable, c'est difficile. Parce que, à moins que ça soit dans un milieu complètement clos et fermé, donc là, il n'y aurait plus de problème de graines qui vont se balader ça et là. Mais autrement, il y aura toujours des graines à venir dans son terrain. Donc tous les ans, il sera obligé de renouveler ce traitement. Ok, bah Michel, vous avez compris, hein, si vous nous écoutez, et vous nous écoutez sûrement, eh bien, votre couteau, hein, et puis une bonne salade de pissenlit, voilà. Hein. Alors, nous allons arrêter là la première partie de l'émission. Vous le savez que nous entrecoupons toujours d'une pause musicale. Eh bien, cette pause musicale arrive.